Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment on peut mesurer la stéatose au niveau hépatique. Alors tout d'abord, c'est quoi la stéatose? La stéatose hépatique, c'est une surcharge hépatique en graisse. Donc il est important de la connaître pour déterminer certaines pathologies métaboliques comme l'obésité ou autres qui sont de plus en plus fréquentes. Il faut savoir qu'elle touche tous les morphotypes, que ce soit des patients minces ou des patients obèses. Il dépend de deux facteurs, la teneur en graisse de l'alimentation et aussi de l'influence de l'absorption d'alcool. Alors pourquoi il est important de la mesurer? La stéatose est responsable d'hépatite chronique, appelée NASH, hépatite stéatosique non alcoolique, qui elle-même risque d'évoluer vers l'hépatocarcinome. Dans l'avenir, on pense qu'il y aura plus d'hépatocarcinome dû à la stéatose qu'au virus de l'hépatite. La seule façon, avant de la mesurer, c'était la biopsie. Maintenant, l'IRM est une alternative pour l'estimation de celle-ci. Deux petits rappels physiques pour avoir les idées en place. On quantifie la graisse en utilisant la différence de vitesse de précession entre les protons de l'eau et les protons de la graisse. Comment ça se passe? On va utiliser le principe de l'effet écran. C'est-à-dire, à l'échelle microscopique, tous les protons ne perçoivent pas B0 de la même façon selon leur environnement chimique. S'il n'y a qu'un proton, le champ magnétique perçu est égal évidemment à B0. Par contre, s'il y a la présence d'électrons ou d'autres protons autour, l'attraction du proton, qui est une charge positive, peut être perturbée et diminuée. Autrement dit, plus il y a de protons et d'électrons dans une molécule, plus l'attraction de la charge du proton sera diminuée, et moins il tournera vite autour de B0. Donc par exemple, un acide gras, ici, contient beaucoup plus de molécules que l'eau, donc il tournera moins vite sous B0. Résultat, les protons de l'eau font 220 tours de plus que ceux de la graisse en une seconde. La fréquence des protons de l'eau est approximativement de 63,800-220 MHz et la fréquence des protons de la graisse c'est 63,800 MHz à 1,5 Tesla. Donc à cause de cette différence de rotation, on a le phénomène de phase et d'opposition de phase. Donc à 0 millisecondes, les protons de l'eau et les protons de la graisse sont en phase. 2,3 millisecondes en 1,5 Tesla ou 1,2 millisecondes en 3T, les protons de l'eau et les protons de la graisse, avec leur déphasage, sont en opposition de phase. De nouveau 2,3 millisecondes plus tard, ils sont de nouveau en phase. Donc pour la 1,5 Tesla et à 2,4 millisecondes pour la 3 Tesla et ainsi de suite. Opposition de phase, phase, opposition de phase, phase. On a donc une chute de signal en opposition de phase en présence de la graisse. Si vous prenez deux vecteurs de même intensité mais opposés, ils s'annulent. Du coup, le signal chute. Donc dans le foie, ça se traduit par des plages ou de la totalité du foie qui seront en hyposignal en opposition de phase. Ici, un exemple où en phase, on a un foie correct et en opposition de phase, il est pratiquement ininterprétable. Donc, dans ce cas-là, on avait 33% de stéatose. Une petite remarque, si vous êtes en présence d'un foie à forte concentration ferrique, on sait que le fer évidemment perturbe la machine,
tout comme les prothèses. Et quand cette concentration est très élevée, il est possible qu'il y ait un décalage au niveau de la machine. Donc si vous avez de la saturation de graisse, essayez de penser à recalibrer le pic de la graisse. Pour étudier la stéatose et la quantifier, il nous faut donc des acquisitions qui jouent sur les échos. Donc, quelles sont ces séquences? Alors, on a trois types de séquences à notre disposition. On a une séquence en écho de gradient avec des TE différents. La plus connue, donc c'est phase et opposition de phase, ou IP et hop. On a des séquences multi-échos qui permettent également de quantifier le fer, l'hémochromatose. Ceci étant dit, il faut savoir que certains constructeurs ne donnent pas accès à ce multi-écho ou alors limitent fortement le nombre d'échos. Donc ça, c'est à voir avec le constructeur. Sinon, il existe des séquences spécifiques telles un Dixon avec 2, 3 ou plus de pics de graisse. Il existe aussi d'autres façons de mesurer comme le T2 FATSAT en spin echo, mais il y a peu d'évaluation et l'apnée est beaucoup trop longue. Donc on peut commencer à mesurer la stéatose, donc on va faire une mesure par valeur moyenne de la région d'intérêt. Par définition, on ne pourra pas mesurer la stéatose supérieure à 50%. Si on est 50% d'eau et 50% de graisse, ensuite on ne pourra plus la mesurer. On annonce la présence de stéatose au-delà de 5%. On s'inquiète après 10% et les risques s'accroissent avec le taux. Alors comment on la mesure? Si on ne tient pas compte de la décroissance du signal lors des acquisitions, on peut dire que la quantification par région d'intérêt de la stéatose est égale au signal de phase moins le signal d'opposition de phase, qui est égal au pourcentage de graisse, divisé par 2 fois le signal en phase. Il faut tenir compte de la décroissance du T2 étoile et également de l'effet T1 parasite, qu'il faudra supprimer. Les échos de gradient à double écho, donc il nous faut 2 séquences pour appliquer la formule de quantification et le facteur de correction de l'effet T2 étoile. Le facteur de correction s'exprime par le calcul de la valeur du signal théorique en phase. C'est égal au signal en phase, est égal au signal en phase multiplié par racine carrée du signal en phase 1 sur signal en phase 2. Ça fait beaucoup de calculs. Après, dans des tableaux Excel, on peut très facilement faire de l'automatisme. Il nous faut donc 2 mesures en phase et une en opposition de phase. Il nous faut travailler avec un petit angle inférieur à 20 degrés pour pouvoir s'affranchir du T1. Il faut dépondérer la séquence car le foie n'a pas le même T1 que la graisse. Les protons du foie et de la graisse se relaxent différemment et donc leur rapport change et la mesure est erronée. Donc on a un angle inférieur à 20 degrés, on a nos 2 temps d'écho et le TR. Voilà, une séquence classique d'écho de gradient, 2 échos. Si on regarde sur la machine, il nous suffit de 5 coupes avec quand même des gros voxels et on va appliquer donc un TR à 100 et comme tout à l'heure un TE à 2,3 et un TE à 4,6 qui représenteront les phases et l'opposition de phase. Donc on a choisi l'outphase à 2,3 millisecondes et la phase à 4,6 millisecondes. Et on peut descendre jusqu'à avec un angle de 10 degrés. On est bien inférieur à 20. On va également faire donc 2 séquences en phase,
une à 4,6 et une à 9,21, toujours avec un angle de 10. Une fois qu'on a fait toutes ces séquences, on va venir positionner des régions d'intérêt dans les différents échos, au même endroit, et les positionner dans un petit fichier Excel qui va calculer lui tout seul le pourcentage de la stéatose. Donc il suffit de faire des régions d'intérêt, de mesurer la valeur moyenne, de la rentrer dans les tableaux avec les différents signaux à 2,3, 4,6, TE à 6,9, TE à 9,3, et ensuite le calcul est directement rentré dans le tableau Excel. Celui-ci sera bientôt à disposition sur le site. Et cela vous donne directement le calcul de la graisse. Donc l'avantage, c'est simple à réaliser et à calculer, il suffit juste d'un tableur. Il est applicable sur toutes les machines. On a une correction de l'effet T2 étoile et du T1. Il est réalisable avec ou sans apnée, en utilisant la méthode de la multiplication des excitations. L'inconvénient, c'est que l'image a quand même un faible signal, dû essentiellement à l'angle de bascule qui est faible. Deuxième méthode, c'est les séquences multi-échos. Donc le principe est le même que pour les deux séquences précédentes, mais avec plus d'échos. Ils permettent également la mesure de l'hémochromatose. Donc ici, nous avons toujours notre angle inférieur à 20 degrés, et on va faire une succession de temps d'écho. Comme vous le voyez sur le schéma, évidemment, plus on va loin, plus le signal diminue. Donc on retrouve une matrice assez médiocre. On a un temps d'apnée qui est de 19 secondes et on va en faire 8 coupes. Donc nous allons faire 8 échos. Ces 8 échos, je vous ai dit, ne sont pas toujours disponibles sur toutes les machines. Ici sur Philips, on peut en faire énormément. Et on va rentrer également le light phase donc à 2,3 millisecondes et on va dire à la machine, donc ce qu'on appelle l'écho spacing, de faire des échos tous les 2,3 millisecondes. Donc elle va faire 2,3 millisecondes, puis après 4,6, etc. etc. Pour qu'on puisse faire les calculs. Donc de la même façon, on aura tous nos échos et on va positionner une région d'intérêt dans ce qui nous intéresse. Et on va retrouver de nouveau le temps d'écho à 2,3, le temps d'écho à 4,6, le temps d'écho à 6,9 et le temps d'écho à 9,3. Et il nous donne toujours le calcul de la graisse. Donc c'est exactement le même principe que les deux séquences précédentes, mais celles-ci sont réunies en une seule. Donc les avantages, c'est aussi pareil que les deux petites séquences précédentes. C'est une séquence qui est simple à réaliser. Et pour le calcul, il suffit d'un tableur Excel. La correction de l'effet T2 étoile et du T1 sont présentes. Elle est réalisable avec ou sans apnée. On peut mesurer également l'hémochromatose. L'inconvénient, c'est que les images ont un faible signal. En principe, on réalise ce type de séquence en QBody pour l'homogénéité, à cause de la mesure de l'hémochromatose. Et on a du coup fatalement une dégradation de l'image. Il faut savoir que parfois cette option de multiples échos est payante chez les constructeurs. Troisième séquence pour mesurer la stéatose, ce sont des séquences vraiment dédiées, comme chez Philips, c'est le M. Dixon Quant. Alors c'est une évolution par rapport aux séquences d'écho de gradient classique, déjà parce que c'est une séquence 3D, en apnée, elle va mesurer 6 échos, elle va en prendre 2, 3, jusqu'à 7 pics de graisse différentes suivant la version. Elle a une correction du T2 étoile qui est renforcée et elle va nous sortir 6 types d'images reconstruites, donc la phase, l'opposition de phase, l'eau seule, la graisse seule, la carte de graisse et la carte de T2 étoile. L'utilisation des antennes numériques est totalement compatible avec l'imagerie parallèle, le SENS par exemple.
elle va nous donner directement, en fait, juste par un ROI, le pourcentage de la graisse. Donc, voici cette séquence un peu plus détaillée. Donc, c'est bien une séquence 3D qui va durer 13 secondes. On va utiliser 6 échos et vous voyez que l'angle est très faible. Donc, je vous ai dit, la machine va regarder plusieurs pics de graisse. Il va en prendre jusque 7 pics. Alors, pour essayer d'avoir le taux de graisse le plus proche possible de la réalité. Alors, 7 pics de graisse, c'est comme s'il y avait 7 types de graisse différentes. C'est-à-dire que 7 protons tournent légèrement plus ou moins vite que le pic ici P2 principal. Voilà un peu ce que ça donne. On peut éventuellement mettre de la couleur, bien que ça ne sert pas à grand chose. Et on va juste positionner une région d'intérêt et la machine va nous donner directement le pourcentage de graisse, en l'occurrence ici 26,09%. Chez les autres constructeurs, chez Siemens, ça s'appelle le LiverLab. En première intention, puis en évaluation plus poussée, on a la spectroscopie à 1 voxel en une apnée et on a le Dickson Multi-Echo. Chez General Electric, c'est le IQ idéal qui est comparable au M. Quant. Alors les avantages, c'est qu'on a tout en un. Et il suffit de mesurer sur l'image pour avoir la réponse. Il est plus proche de la réalité parce qu'il prend plus de pics de graisse par rapport à l'écho de gradient classique. L'inconvénient, c'est que l'apnée est assez longue, bien que maintenant, avec les nouvelles applications comme le CompressSense, on arrive à diminuer largement le Dickson Quant. On est actuellement à 6 secondes. Et toujours pareil, hein, l'option est parfois payante chez les constructeurs. Donc maintenant, on va faire un petit comparatif de ces 3 types de séquences. Pour comparer les 3 types de séquences, il faudra travailler dans les mêmes conditions. En l'occurrence ici, ce sera un imageur Philips. On va utiliser l'antenne core ou l'antenne body. On utilisera toujours la même taille de région d'intérêt. On va utiliser des produits laitiers avec une teneur en graisse connue et après il faudra éventuellement le transposer aux patients. Donc en l'occurrence on aura fait une étude sur une dizaine de patients avec ces 3 séquences. Voilà mon installation, donc en Q-body ici et en antenne torso ici. Donc il s'agit de produits laitiers dont on connaît à l'avance les pourcentages de graisse. Voilà un peu la mesure du ROI et j'ai transposé à chaque fois ce ROI de même taille sur tous les pots de yaourt et sur tous les échos et toutes les séquences. C'est toujours exactement le même ROI. Donc il faut donc faire un peu de courbe. Nous avons ici la ligne théorique des produits, c'est-à-dire que la ligne théorique, si le produit contient 5% de graisse, on aura 5% de graisse. S'il contient 15%, on aura 15%. Donc on va déjà étudier s'il y a une différence entre l'antenne et la Q-body. Tout d'abord, on va regarder ce qui se passe avec les 2 petites séquences du départ et la mesure de la stéatose en Q-body. Donc on voit qu'on n'est pas trop loin quand même de l'axe des produits laitiers. Il n'y a qu'une seule chose qui est un peu embêtante, c'est ici où il y a un produit laitier qui décroche. On le verra un peu plus loin, mais sachez que c'est un produit
d'un grand hypermarché. Donc je suspecte forcément qu'il n'y a pas de différence entre un pot de crème fraîche à 15% et un pot de crème fraîche à 25%. Donc si on compare donc, ces deux petites séquences de stéatose en Q-body par rapport à la torso, on voit bien que ça suit quand même, les mesures suivent bien les deux mêmes courbes. Avec le multi-écho, on refait les mêmes mesures. Donc ici en Q-body, toujours avec ce petit décrochage à cause de ce produit, et on voit bien quand même qu'on est pas loin de la ligne et on se rapproche encore un peu plus de la courbe théorique des produits. En torso, on voit qu'on se rapproche encore même un petit peu plus quand on est bas de la ligne théorique. Sinon, après, c'est sensiblement exactement la même chose. Donc la mesure de la graisse. Donc avec ces deux types de séquences en écho de gradient, que ce soit les deux petites séquences de départ ou la séquence multi-écho, on remarque que l'utilisation de l'antenne torso n'a que peu d'influence sur le calcul de pourcentage de la stéatose. Du coup, on pourra utiliser la Q-body ou la torso pour mesurer la stéatose. Alors, il faut maintenant essayer de deviner l'importance du M. Dixon. Si on compare toujours la courbe théorique avec les mesures faites par le M. Dixon, on voit très bien toujours cette différence de pic ici. Alors, ce produit, il y en avait un indiqué 15%, donc produit théorique, et un indiqué 25%. Et en fait, on se rend compte que les deux sont à 25%. Donc méfiez-vous de ce qui est indiqué sur les produits bas de gamme des hypermarchés. Donc si on le compare aux deux petites séquences pour mesurer la stéatose ou alors au multi-écho, on se rend compte quand même qu'on est très proche de la courbe théorique avec le M. Dixon. Évidemment, comme il mesure 7 pics de graisse différentes, on ne peut que se rapprocher de cette courbe théorique. Donc ici, on a les pourcentages par rapport à la courbe théorique. Donc avec les deux petites séquences d'écho de gradient, on est à 5,49% et 5,29% d'écart avec la courbe théorique. En multi-écho, ça diminue avec le multi-écho et avec le M. Dixon, ça diminue encore plus. Donc vous voyez, l'écart est de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on se rapproche de la courbe théorique et donc qu'on utilise des séquences de plus en plus pointues. Donc la comparaison des différentes séquences au niveau des patients, maintenant, donc, on l'a fait sur 10 patients et on a mesuré la stéatose. Donc, le cas avec les séquences d'écho de gradient, on a une différence de 3,1% de moyenne par rapport entre la Q-body et la torso, donc ce qui est négligeable. En ce qui concerne la multi-écho, donc de la même façon on l'a fait en Q-body et avec l'antenne torso, on a là 0,5% de moyenne. Donc là aussi c'est toujours négligeable. Et en ce qui concerne l'apnée ou sans apnée, donc la multi-acquisition ou l'écho de gradient, on a une différence de moyenne de 1%, donc ce qui est également négligeable. Même chose pour savoir si on utilise l'apnée ou sans l'apnée avec le multi-écho. Là, on a 0,8% de différence. Pour le M. Dixon,
la multiplication à DNSA, ici en l'occurrence NSA égale 6, on a toujours une différence négligeable. Et la question aussi qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'on peut mesurer la stéatose après l'injection? En fait, on a fait l'expérience avec les séquences d'écho de gradient avant et après injection, et on n'a qu'une différence de 0,8 de moyenne, ce qui est encore une fois négligeable. Pareil pour le multi-écho, là on a une différence de 1,6, mais c'est quand même une différence qui est négligeable. Pour le Dixon-Quant, pareil, on a une différence de 1,6% de moyenne, donc négligeable. Donc en conclusion, on peut dire que la mesure de la stéatose est accessible à tous et pour tous. Il est nécessaire de faire une séquence de mesure de stéatose à chaque examen. Même si c'est pas demandé, c'est très facile à faire. Ça dure entre 15 et 20 secondes suivant la méthode. Et pourquoi? C'est pour le dépistage en fait, des pathologies stéatosiques. Donc si possible, utilisez des séquences de dernière génération, le M-Dixon-Quant, parce qu'il est plus robuste, il a tout en un et qu'il prend plus de pics de graisse, mais vous avez vu que c'est quand même une option qui coûte relativement cher. Et on peut très bien se contenter en fait de 2 petites séquences en écho de gradient pour pouvoir mesurer la graisse. Un autre inconvénient aussi du Dixon-Quant, c'est que, je vous ai dit, c'est souvent en option, l'algorithme est non modifiable et non contrôlable, vous n'avez pas du tout la main dessus. Et les extrêmes sont mal étudiés. Alors par exemple, si vous avez une teneur en fer et en stéatose qui sont assez élevées, parfois on se retrouve avec des gros artefacts et on n'arrive pas à mesurer. Donc les séquences toutes simples, encore une fois, peuvent largement suffire pour dépister la stéatose. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite donc à aller voir nos autres présentations.